Le 15 avril 2019, un terrible incendie a presque anéanti l'un des édifices les plus emblématiques au monde, à savoir la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le feu s'est rapidement propagé, dévorant la flèche de l'édifice, ainsi que l'essentiel de la toiture. Déclenché en début de soirée, le sinistre a continué de faire rage jusqu'au matin suivant. Une grande partie du toit a été détruite par les flammes. Toutefois, les pompiers sont parvenus à préserver la structure principale de la cathédrale ainsi que les œuvres d'art inestimables qu'elle abritait, mais ce fut de justesse. Qui aurait pu prédire qu'il s'agissait, en un sens, d'un mal pour un bien? À la suite de l'incendie, une équipe d'environ 50 archéologues a entrepris des fouilles dans les décombres. Ils y ont mis au jour des vestiges vieux de plus de 2000 ans. Parmi les découvertes les plus remarquables figuraient 2 cercueils en plomb ou sarcophages. Les chercheurs chargés de leur étude ont dû porter des équipements spécifiques afin de se protéger du plomb lors de l'ouverture. À l'intérieur se trouvaient les restes de 2 hommes fortunés qui, malgré leur richesse, semblaient avoir mené des existences éprouvantes. L'un d'eux a pu être identifié sans difficulté grâce à une épitaphe gravée sur son cercueil. Au XVIIIe siècle, seuls les plus riches pouvaient s'offrir des cercueils en plomb, car ils contribuaient à la bonne conservation des corps. Celui-ci était toutefois endommagé, et il n'en subsistait que des ossements, quelques mèches de cheveux et des fragments de vêtements. L'analyse des os a révélé que cet homme se déplaçait peu et souffrait de la goutte, une maladie touchant les articulations, notamment les genoux, ce qui devait rendre la marche pénible. Sa fortune ne lui permit pas d'échapper à cette affliction, mais il en fit néanmoins un usage avisé. Antoine contribua au financement du chœur de la cathédrale et commanda des tableaux aujourd'hui conservés au musée du Louvre. L'identité de la personne inhumée dans le second sarcophage est longtemps restée inconnue, mais les chercheurs estiment désormais pouvoir la préciser. Lors de l'examen initial des ossements, ils ont déterminé qu'ils appartenaient à un homme âgé d'environ 25 à 40 ans. Ils ont également relevé qu'il pratiquait vraisemblablement l'équitation dès son plus jeune âge. Son squelette présentait des traces de problèmes de santé chroniques, et la majorité de ses dents avaient été perdues avant sa mort. La forme particulière de son crâne pourrait s'expliquer par le port, durant l'enfance, d'un bandeau spécifique. Les chercheurs avancent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir du poète Joachim du Bellay, qui vécut entre 1522 et 1560. Il était un cavalier accompli et souffrait d'affections pulmonaires. Il est surprenant que, bien qu'il n'ait pas exercé de fonction ecclésiastique, il ait été enterré dans la cathédrale, plutôt que dans une chapelle latérale près de son oncle, comme le souhaitait sa famille. On suppose qu'il ait d'abord été inhumé provisoirement à cet endroit avant que la sépulture ne devienne définitive, ou bien que son cercueil ait été déplacé après la publication complète de ses œuvres. Seule une analyse ADN permettrait de confirmer formellement son identité, et le mystère reste donc entier pour le moment. L'incendie a également permis d'élucider un autre mystère de Notre-Dame, la manière dont des murs aussi fins peuvent soutenir une voûte si élevée. À son achèvement, la cathédrale était l'édifice le plus haut jamais construit depuis la pyramide de Khéops, avec des voûtes culminant à 32 mètres, soit environ la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Le sinistre de 2019 a mis au jour un secret dissimulé dans l'épaisseur des murs, des milliers d'agrafes en fer. Chacune mesure entre 20 et 50 cm, soit la longueur d'une règle, et pèse entre 1 et 4 kg. Avant l'emploi du fer, les bâtisseurs inséraient des tiges de bois entre les murs afin de stabiliser l'ensemble. Mais le bois est moins résistant et se brise plus facilement. Le fer en outre se dissimule plus aisément dans la maçonnerie, donnant à la cathédrale l'apparence d'un édifice soutenu, comme par enchantement. Ce principe de squelette de fer s'est révélé si efficace que d'autres églises, comme les cathédrales de Beauvais, de Chartres ou de Bourges, l'ont adopté à leur tour. D'ailleurs, Notre-Dame aurait pu disparaître complètement au XIXe siècle. La cathédrale était à ce moment dans un tel état de délabrement que les autorités de la ville ont brièvement envisagé sa démolition. C'est alors que Victor Hugo, passionné d'architecture, a contribué à sauver la cathédrale grâce à son roman Notre-Dame de Paris. L'ouvrage a rencontré un franc succès, et le public a redécouvert l'intérêt et la beauté de cette construction médiévale, qui a ensuite été restaurée. Une équipe d'artisans a consolidé les éléments existants et ajouté de nouveaux ornements, parmi lesquels une flèche de 750 tonnes, des statues en cuivre et les 56 chimères. Les gargouilles devenues emblématiques de Notre-Dame n'étaient pas présentes à l'origine non plus.
La construction de la cathédrale s'est étendue sur près de 2 siècles, période durant laquelle le style gothique s'est imposé. Ainsi, lorsqu'elle a été achevée, Notre-Dame était déjà ornée de dizaines de ces créatures mythiques sculptées dans le calcaire. Leur rôle était avant tout utilitaire. Détourner l'eau de pluie loin des murs et des fondations, afin de protéger l'édifice contre l'érosion. En 1926, un ouvrage intitulé « Le mystère des cathédrales » a été publié à Paris par un certain Fulcanelli. Il avançait l'idée que les secrets de l'alchimie étaient dissimulés directement sur les murs de Notre-Dame. Cette discipline ancienne, parfois évoquée dans des œuvres de fiction comme la saga d'Harry Potter. L'alchimie ne constitue pas une science au sens strict, mais de nombreux historiens de l'art s'accordent aujourd'hui à considérer Notre-Dame comme un véritable texte alchimique gravé dans la pierre. Sur le toit de l'une des tours, la tour nord, se trouve une figure sculptée qui ne représente pas un saint, mais un alchimiste. Celui-ci arbore un bonnet phrygien, signe d'appartenance à l'hermétisme, un courant consacré à l'étude de savoirs secrets. À l'entrée principale de la cathédrale se dresse le grand portail dit du jugement dernier. Selon l'auteur du livre, ce portail recèlerait des indices relatifs à la pierre philosophale que les alchimistes pensaient capables de transformer les métaux ordinaires en or et d'accorder l'immortalité. Au centre du portail figure une femme tenant une échelle à 9 barreaux, appelée « échelle du philosophe », et censée symboliser les 9 étapes nécessaires à l'accomplissement de l'œuvre alchimique. De nombreux bas-reliefs en pierre ornent également l'édifice. L'un d'eux représente un homme tenant un bouclier marqué d'un caducée, symbole du dieu Hermès et du mercure, élément fondamental de l'alchimie. Dans la mythologie, ce bâton possédait le pouvoir de ramener les morts à la vie. 12 sculptures des apôtres décorent aussi les arcs latéraux du portail. L'un d'eux désigne un ange, lequel pointe vers la rive gauche de la Seine, ce que certains interprètent comme un indice sur l'emplacement de la pierre philosophale. Un aigle, sculpté sur le même portail, indique la même direction et symbolise, lui aussi, la capacité de transmutation des métaux en or. Les portes principales de Notre-Dame sont ornées de décors en fer d'une complexité qui impressionne encore aujourd'hui. Elles paraissaient donc presque irréalisables au Moyen-Âge, à une époque dépourvue de nos machines modernes. Selon une légende, cette ferronnerie aurait été réalisée par un jeune ferronnier nommé Biscornet. Il aurait consacré des mois à ce travail éprouvant avant que les motifs en fer ne soient enfin achevés et installés sur les portes de la cathédrale. À leur découverte, les spectateurs eurent peine à croire qu'une telle œuvre puisse être l'œuvre d'un simple mortel. Beaucoup affirmèrent qu'il avait conclu un pacte avec le diable, d'autant que les arabesques semblaient en former le nombre 666. Le fait que son nom signifie « à 2 cornes » ne fit qu'alimenter les soupçons. Peu de temps après la pose des portes, Biscornet mourut, épuisé par le stress et l'ampleur de l'effort fourni. Pour nombre de Parisiens, cela confirmait les rumeurs. Ils pensaient qu'une entité sombre et surnaturelle était venue réclamer son âme en paiement du marché conclu pour créer ces portes extraordinaires. Des tunnels, des métros, des réseaux souterrains et même des passages secrets permettant d'accéder aux maisons des personnes riches et célèbres. Pourquoi avons-nous besoin de tunnels, vous demandez-vous peut-être? Pour se cacher. De nombreuses villes ont des tunnels souterrains et même des doubles souterrains. Maintenant, soyons clairs, ces passages ne sont normalement pas reliés entre eux, contrairement à la rumeur populaire selon laquelle il serait possible de se rendre d'Écosse en Turquie en empruntant des passages secrets, construits il y a environ 5000 ans. Oui, si construire cela semblerait fou même aujourd'hui, imaginez à l'époque. Ces tunnels s'appellent officiellement des souterrains refuges. Et ils ont probablement été construits au Moyen-Âge. Mais nous ne connaissons pas la date exacte de leur création. C'est en Bavière qu'ils sont le plus nombreux, mais on en trouve aussi beaucoup en Grande-Bretagne et en France. Les souterrains refuges, qui sont absolument uniques dans le monde entier, se caractérisent par des couloirs étroits de forme ovale et des goulets d'étranglement appelés, en allemand, Schlupf ou Sleep-Outs en anglais. Malgré les spéculations, leur fonction reste un mystère. Cependant, certains de ces tunnels sont équipés de cheminées et même d'évents, ce qui pourrait signifier qu'ils servaient principalement d'abri. Datant du Moyen-Âge, peut-être même du XIIe siècle, les souterrains refuges manquent de marqueurs archéologiques et nous n'avons aucun document historique à leur sujet. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses rumeurs circulent sur leur fonction. Certains scientifiques sont convaincus qu'il s'agissait d'espaces de stockage, bien que leur étroitesse rende cette hypothèse peu plausible. D'autres pensent
qu'ils servaient de cachette aux agriculteurs lors des invasions tribales. Cependant, le fait qu'ils ne disposent que d'une seule entrée remet en question leur efficacité pour échapper aux menaces. Si vous vous sentez l'âme d'Indiana Jones et que vous souhaitez vous aventurer dans ces tunnels, vous avez de la chance. Quelques structures, comme l'Erdstahl Ratgeblücken en Autriche, accueillent les visiteurs désireux d'en savoir plus. Cependant, la plupart des souterrains refuges sont fermés au public. Les origines de ces tunnels souterrains restent largement inconnues, tout comme leur véritable fonction. Et si vous vous dites « nous sommes au XXIe siècle, nous pouvons à peu près tout étudier », eh bien, vous vous trompez. Ce qui rend ces tunnels difficiles à comprendre, ce sont leurs dimensions réduites. Les méthodes d'arpentage traditionnelles s'avèrent souvent inadaptées dans de tels espaces. Pour résoudre ce problème, les scientifiques utilisent un appareil portatif équipé d'une caméra RVB, d'un gyroscope et de capteurs de profondeur haute résolution, ce qui leur permet de relever les moindres détails à l'intérieur des tunnels. Ils ont également recours à des techniques modernes telles que la topographie 3D dans l'espoir de découvrir les véritables origines et fonctions de ces tunnels. Une hypothèse suggère même qu'il s'agissait peut-être de logements mal conçus, abandonnés lorsque leurs insuffisances furent devenues évidentes. Pourtant, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée. D'autres théories suggèrent qu'ils servaient à des fins spirituelles, tandis que selon l'idée la plus farfelue, ces tunnels seraient des vestiges de civilisations extraterrestres. Les experts pensent toutefois qu'ils servaient simplement à des fins pratiques, pour l'entreposage des biens ou comme cachette contre les pillards. Comme nous n'avons pas d'informations précises sur leur origine, il se peut que n'importe qui, même un paresseux, ait pu les construire. Non, je ne suis pas fou, les paresseux peuvent effectivement construire des tunnels géants. Regardez plutôt, en 2009, un agriculteur du sud du Brésil conduisait son tracteur dans un champ de maïs lorsqu'il s'est soudainement enfoncé dans le sol. Il s'est vite rendu compte qu'il avait traversé le sommet d'un tunnel souterrain. Lorsque les chercheurs sont venus enquêter, ils ont trouvé un passage d'environ 2 mètres de haut sur 2 mètres de large, s'étendant sur environ 15 mètres, et ce juste au-dessous de la maison du fermier. En regardant de plus près, ils ont remarqué de profondes marques de griffes sur les murs. C'était la preuve que le tunnel n'avait pas été creusé par des hommes. Ce que ce fermier avait découvert était un paléofossé de mégafaune, un tunnel préhistorique creusé par des créatures anciennes, comme des paresseux ou des tatous géants, il y a plus de 10 000 ans. Je sais qu'il est difficile d'imaginer ces animaux, mais laissez-moi vous aider. Prenez un hamster. Maintenant, imaginez-le aussi gros qu'un éléphant. Et n'oubliez pas, ce hamster de 4 mètres de haut peut aussi marcher sur 2 pattes. À leur époque, il y a environ 15 millions d'années, et jusqu'à il y a 10 000 ans, de nombreuses espèces de paresseux et de tatous géants parcouraient les Amériques. Et certains creusaient bien ce genre de tunnels. Aujourd'hui, beaucoup de ces tunnels sont remplis de sédiments, même si certains restent dégagés, comme celui que notre fermier a découvert. Cette découverte de 2009 a suscité un vif intérêt, conduisant à la découverte de plus de 1500 paléofossés dans le sud du Brésil, ce qui en fait la région du monde où la concentration de tels sites est la plus élevée. Mais personne ne sait exactement pourquoi il y en a autant dans le sud du Brésil. Bien que certains paléofossés existent dans toute l'Amérique du Sud, on n'en a trouvé aucun en Amérique du Nord, ce qui est étrange, car ces énormes paresseux parcouraient tout le continent. La fonction exacte de ces grands tunnels reste un mystère, mais les scientifiques pensent qu'ils servaient d'espace post-natal pour la régulation de la température ou pour l'hibernation. Les tunnels se sont probablement développés au fil des siècles, à mesure que les générations successives de paresseux et de tatous les agrandissaient. Maintenant, jetons un coup d'œil au Fugu. Non, il ne s'agit pas de ce mets japonais très dangereux, ni d'une ville en Nouvelle-Guinée. Pour les voir, nous devons nous rendre au Royaume-Uni. Les Fugu sont également des structures souterraines, mais ils ne ressemblent pas exactement à des tunnels. Ce sont des structures en pierre sèche. Ils ressemblent à des grottes décorées à l'aide de pierres. On n'en a trouvé qu'une quinzaine jusqu'à présent, et la plupart se trouvent en Cornouailles. Selon les estimations, ces tunnels auraient été construits il y a environ 2400 ans, et ils sont encore en parfait état, ce qui est vraiment fascinant. À l'époque, les gens ne disposaient pas de machines modernes, et pourtant ces structures sont toujours là. Vous vous imaginez acheter un appartement aujourd'hui et apprendre qu'il sera toujours là dans 2 millénaires et demi? Pour en revenir à nos Fugu, leur fonction supposée n'a rien d'extraordinaire. Ils pouvaient être utilisés à des fins spirituelles, comme cachette ou comme garde-manger.
Cette dernière fonction est cependant un peu surprenante. Je suppose que ce n'est un secret pour personne que l'Angleterre est réputée pour son taux d'humidité excessif, et que si vous voulez bien conserver vos aliments, vous devez éviter l'humidité à tout prix. Sinon, vous pouvez dire bonjour à la moisissure et aux champignons. Mais les peuples anciens n'étaient pas bêtes du tout. Autrement, ils n'auraient pas survécu, et vous et moi ne serions pas là aujourd'hui. Ils utilisèrent donc peut-être ces fougous pour stocker certains produits, des produits présentant une moisissure naturelle, et contribuer ainsi à la conservation des denrées périssables, comme le lait, le beurre et le fromage. Mais bon, ce ne sont là que suppositions. La véritable fonction de ces tunnels reste inconnue. Ce qui rend les fougous uniques, c'est qu'il s'agit de tunnels construits délibérément, et non de mines creusées comme on en trouve au pays de Galles, par exemple. Ils ont été réalisés par l'excavation de tranchées profondes, puis revêtus de dalles de pierre de fête, avant qu'on y déverse du remblai. Tout cela demandait beaucoup de temps et d'efforts. Cependant, quelle que soit la difficulté, les villes du monde entier sont souvent bâties sur des réseaux de tunnels complexes, uniques à chaque endroit. Par exemple, Paris est célèbre pour ses vastes carrières souterraines, qui ont été abandonnées il y a des années, mais qui présentent toujours un risque d'effondrement dans certaines zones. Londres possède l'un des plus grands réseaux de tunnels au monde, dont beaucoup ont été spécialement créés à des fins militaires. À New York, des rumeurs circulent sur l'existence de tunnels secrets, tandis qu'à Los Angeles, on trouve d'anciens tunnels datant de la Prohibition, utilisés par les bars clandestins. De nombreuses autres villes possèdent d'énigmatiques tunnels. Et étonnamment, la Floride ne fait pas exception. Remontons jusqu'en 2011, à Ybor City. Près d'un ancien bureau de poste, une inondation a fait apparaître quelque chose d'étrange. Les vestiges d'une structure inconnue. À l'époque, les gens n'y ont pas vraiment prêté attention. Et ce n'est que 7 ans plus tard que l'on a découvert quelque chose de vraiment fascinant. Ce quartier historique a été fondé dans les années 1880, mais on ignorait jusqu'en 2018 qu'il abritait également un réseau de tunnels cachés. Nous ne l'avons découvert que grâce à des travaux de rénovation. Leur fonction exacte, bien sûr, est inconnue, mais la plupart des scientifiques sont convaincus qu'ils servaient à relier les premières salles de jeu au port de Tampa. Il est difficile de déterminer l'étendue de ce réseau de tunnels. En 2018, on a trouvé dans une maison historique de Seminole Heights des portes verrouillées menant à des tunnels datant des années 1920. Un habitant a même déclaré avoir parcouru un tunnel pendant une vingtaine de minutes. Selon certaines rumeurs, ces tunnels relieraient le fleuve Hillsborough à Ybor City. Les recherches se poursuivent, mais aucune nouvelle information n'a encore été dévoilée.